Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans les studios de Cannes en français à Jérusalem. Bonsoir à vous, Isaac Barchicha. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en français pour ce grand entretien. Vous êtes chercheur associé spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient et vous êtes le vice-président du Parti des Républicains en France. Merci encore de nous avoir rejoints ici à Jérusalem. On vous reçoit au beau milieu d'un séisme qui secoue le monde, mais surtout la région. L'annonce de cet accord de principe historique, un mémorandum d'accord entre l'administration Trump et le régime de Téhéran. En Israël, le sentiment d'abandon est palpable. On va en reparler, bien évidemment. Les lignes rouges de Jérusalem ont été balayées par Washington. On va décrypter ensemble les coulisses de cet accord, l'avenir de la relation Trump-Netanyahou, mais les États-Unis, Israël, bien évidemment, la politique intérieure américaine aussi à l'approche des midterms et bien sûr l'avenir sécuritaire des Israéliens. Isaac, l'accord laisse les infrastructures nucléaires intactes en Iran et s'en remet à l'AIEA. Est-ce qu'on doit considérer ça comme un feu vert officiel de Washington pour que Téhéran reste un État du seuil nucléaire, selon vous ? Alors, je ne sais pas d'où vous obtenez vos informations, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu cet accord. Cet accord, on en parle depuis 48 heures. Il y a des informations qui fuitent. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Mais tant que l'accord n'a pas été ni signé, ni divulgué ce week-end, il m'est difficile de, pour l'instant, me positionner sur toutes ces définitions. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a un point évident. C'est qu'il y aura des concessions, peut-être économiques et financières, au bénéfice de l'Iran. Peut-être parce que Trump a compris que la solution n'était pas ni militaire ni diplomatique, ce qu'ont essayé notamment la diplomatie ses prédécesseurs, notamment dans le cadre du JCPOA en 2015 qui n'a pas abouti. Militaire, on a vu que Trump a essayé pendant 40 jours, sans peut-être se donner tous les moyens nécessaires, mais parce que l'opinion américaine n'est pas prête à envoyer 300 000 hommes comme ça a été d'une certaine manière un échec en Irak. Et que l'économie, le business, qui connaît de mieux la négociation, peut être une voie de sortie la plus évidente, win-win pour tout le monde. Ce qu'on sait aussi, c'est que le nucléaire est clairement une question évidente pour Trump, dont il n'a pas à changer. C'est-à-dire que l'Iran ne doit pas et ne pourra pas se doter de l'arme nucléaire. C'est encore un point qui a été cité hier, ce matin, même aujourd'hui, oui. Voilà. Une déclaration supplémentaire, mais à définir ce que le mémorandum dira ce week-end. Mais ce que nous, on sait pourquoi en d'ailleurs interne... on n'a pas cette information précisément, puisqu'il dit que c'est une condition sine qua non. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne nous assure pas que ça a été digitalement signé d'ores et déjà ? Je finis juste, il y a aussi le détroit d'Ormuz où il a clairement dit qu'il n'y aura pas de paiement, de péage ou autre. Donc c'est des points quand même rassurants. Et pourquoi il ne le fait pas ? D'abord parce qu'il faut connaître Trump. Trump, c'est un grand négociateur, un grand filou, on dirait en français. Et tant mieux, puisqu'en face de nous, on a quand même des très grands malins, des menteurs, des régimes assassins dont on n'a plus besoin malheureusement de dire qui ils sont, et que les solutions dites normales ne fonctionnent pas. Donc divulguer sa stratégie, divulguer ses objectifs, divulguer ce que ça peut contenir, peut être source de capotage du deal. C'est clair. On l'a vu encore dimanche, quand le deal a été annoncé, que le Liban, attaqué par Israël, à juste titre, puisqu'ils ont éliminé, encore une fois, un terroriste important. Trump n'a rien dit avant l'attaque, mais il l'a dit après l'attaque, Bibi, t'aurais pas dû faire ça. Et on l'a vu que l'Iran aurait dû répondre, n'a pas répondu. Et on a vu encore une fois que l'Iran aurait dit, à ce moment-là, on va se retirer du deal. Ça veut dire que là, il veut se donner tous les moyens nécessaires pour dire... On veut une vraie négociation, on veut une vraie chance d'aboutir, donnons-nous les moyens. C'est pas en restant discret, c'est pas en le divulguant, c'est en restant discret que peut-être on aura plus de chances de réussite. Vous l'avez dit et je veux reprendre vos propos et je me permets de dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Trump, c'est quelqu'un qui sait faire des deals. Il dit « That's what I do best ». Et c'est vrai. Il sait faire des deals, il sait reconnaître, il sait négocier et il sait reconnaître la personne qu'il a en face de lui. Sinon, il n'aurait pas eu la réussite qu'il a eue en termes de business jusqu'à maintenant. Il sait... Quand il parle aujourd'hui du régime iranien, il dit non, ce sont des gens sérieux maintenant. La première partie du régime était mauvaise, la seconde était... Ceux qui ont succédé n'étaient pas bons, mais eux,
ils sont bien. Il s'agit du fils de Khamenei, Mojtaba Khamenei. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en cet homme que les Iraniens, même eux, connaissent que très peu, beaucoup de rumeurs qu'il circulent sur lui. Est-ce que vraiment il a les épaules pour faire aujourd'hui un partenariat avec le pays qui est dans leur constitution associée à Israël pour être mis en voie de destruction? Alors, ça n'aura manqué à personne que depuis le décès avec fracas des 48 personnes qui entouraient l'ayatollah Khamenei, on ne sait toujours pas réellement qui maîtrise et qui contrôle l'Iran. Tantôt, c'est donc avec qui on parle? Avec qui on parle. C'est tantôt l'ayatollah junior, tantôt le ministre des Affaires étrangères, tantôt le ministre XY, le président de l'Assemblée. Ouais, le porte-parole d'eux. Voilà. D'ailleurs, entre eux, ils se sont aussi fâchés. Oui. Il y en a qui ont dit on va démissionner, l'autre a dit mais non, on démissionne pas. Donc moi, je pense que tout ça fait partie d'une vraie réalité, par contre, que c'est un peu le bazar en Iran. Même si on a dit que c'est un régime vertical, qui fonctionne différemment que ce qu'on pourrait entendre des démocraties ou des autres pays. Mais je pense sincèrement qu'il y en a au milieu de tout cela qui sont en contact avec l'administration Trump depuis des mois, notamment via le Pakistan, ce qui est nouveau, un interlocuteur tout à fait nouveau, dont peut-être on en reparlera, et qui, je pense, permet en tout cas de dire aujourd'hui, l'Iran a compris quelque chose, que sous cette fameuse pression, et c'est la première fois qu'il y a une vraie pression militaire, économique, sérieuse à leur porte, et une asphyxie aussi économique qu'ils n'ont jamais connue, même si c'était déjà d'une certaine manière sous embargo, qu'il fallait peut-être évoluer et changer. Et c'est ce point-là, moi, qui en tout cas me fait beaucoup d'espoir. Et c'est ce que je disais, encore une fois, quand dimanche, l'Iran s'apprêtait à attaquer Israël pour répondre sur l'attaque au Liban, ne l'ont pas fait. En réponse au deal que leur propose Trump, c'est que d'une certaine manière, une connexion, je dirais même une connexion Bluetooth, existe maintenant entre eux, et que ces 60 jours qui vont s'ouvrir vont peut-être permettre l'aboutissement d'un deal sans violence. Et ça, je pense que de manière générale, c'est ce qu'on peut tous souhaiter. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que Trump a une patience, mais il a aussi une tactique, puisqu'il a parallèlement son anniversaire qui est arrivé, il voulait le bien faire. Pile poil ce jour-là, c'est aussi volontaire. Et la Coupe du Monde, les midterms, c'est peut-être aussi les 250 ans des États-Unis. Exactement, c'est peut-être aussi gagner du temps, de la même manière où les Iraniens gagnent du temps depuis des mois, volontairement. C'est aussi une stratégie pour dire aussi au monde entier, regardez, j'ai essayé de faire avec la manœuvre, avec la manière d'un deal avec eux, dont les diplomaties européennes ont félicité notamment Trump ces dernières heures, et que malheureusement on n'y arrive pas. Donc peut-être ça sera encore une fois une opération militaire bis qui peut être à prévoir. La preuve en est, vous atterrissez à Ben Gurion, ce que j'ai fait il y a quelques heures, il y a encore une armada de complètement, on les voit. Militaires dans la région, etc. Donc l'histoire n'est pas finie. Et il n'a pas exigé à Bibi de se retirer, ni du Liban. Non. Oui. Alors, ça aussi, on va y revenir parce que c'est le point principal un des points principaux de la sécurité des Israéliens. Et encore hier, on parlait avec une des personnes qui habite à Metula et qui nous dit on est en train d'être bombardé as we speak, en ce moment même. Je voudrais, avant de revenir sur ce point, qu'on parle de cette enveloppe de 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran qui est évoquée. Comment est-ce que les républicains, dans la situation économique dont on parle aujourd'hui, justifie de renflouer ainsi le premier État parrain du terrorisme mondial? Alors, c'est une question, encore une fois, légitime, comme la plupart des questions avec Trump. Si on les prend au premier degré, on ne comprend pas. Ouais, alors, heureusement que vous êtes là. Traduisez-nous. On va tenter ensemble de réfléchir. D'abord, il ne s'agit pas d'argent que va donner les États-Unis, c'est un fonds d'investissement pour reconstruire certaines infrastructures américaines sur le sol iranien. Ça veut dire que si on réfléchit bien, ça veut dire que les infrastructures actuelles, qui sont certaines vétustes, qui ont besoin d'un grand aménagement, notamment en Iran, qui peut-être ont été détruites durant la guerre, vont pouvoir bénéficier de nouveautés, mais cette fois-ci sous contrôle américain. C'est ça la nouveauté. Ça veut dire que non seulement ça va apporter du business, notamment aux États-Unis, et ça, Trump, il adore. 2, ça va permettre de dire les Iraniens dépendent des Américains, puisque ce sera du matériel américain. Et de 3, les Américains auront un contrôle sur la dépense de ces fonds. Sur la dépense de ces fonds. Et ça, c'est aussi encore le nerf de la guerre. Moi, je répète, si la diplomatie avait réussi jusqu'à présent, ça se serait su. Ouais. Et on serait tous contents aujourd'hui. Peut-être qu'on serait à Téhéran en train de siroter un mojito. Mais ce n'est pas le cas. Et peut-être que ça le sera. Et en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que cette nouvelle approche qui est complètement contraire aux approches qu'on a connues traditionnelles, dont même Israël est surprise, peut-être aboutira. En tout cas, on peut le sauter.
Et il nous a prouvé par le passé que c'est avec les ennemis qu'il faut savoir parler. Je voudrais qu'on revienne là-dessus un peu plus tard lorsqu'on évoquera le sujet du Liban et surtout du Hezbollah. Mais avant cela, cette relation qui semblait être une amitié et une sorte de complicité, et là je ne parle pas des États-Unis et d'Israël, mais je parle de Netanyahou et de Trump. Hier, sur les ondes de nos confrères de Galets Tzahal, Dan Shapiro, l'ancien ambassadeur américain, dit que Trump, je cite, a jeté Netanyahou sous les roues du bus pour clore cette guerre. Est-ce que vous partagez ce constat ? Non, moi je ne partage pas du tout ce constat. Moi je peux vous dire plusieurs choses. D'abord, Trump et Netanyahou se connaissent de longue date. Oui. D'accord ? On ne jette pas une amitié comme ça. Je rappelle que lors du premier mandat, même si Trump était un peu maladroit sur certaines choses, il a fait quand même, notamment les accords d'Abraham, et ramener l'ambassade des États-Unis et reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le deuxième mandat, ils s'y sont préparés en toute discrétion. Bibi est parti voir Netanyahou et Trump plusieurs fois à Mar-a-Lago avant même qu'il soit élu. Depuis qu'il a été élu, je crois qu'il a été le voir 5 fois. Même 6 fois peut-être. Ça s'est jamais fait. Vous croyez que pendant ces 6 fois, ils ont joué aux échecs, aux dames ? Non. Donc ils s'y sont préparés. Donc ça, c'est la première des choses que je veux rassurer tout le monde. La deuxième des choses, ça peut arriver qu'entre amis, on se dise merde un jour et le lendemain, c'est pas grave. D'accord ? Il faut se le dire, c'est pas très grave d'avoir des divergences légères. C'est normal que Trump veut des victoires, veut mettre l'Amérique en premier, veut montrer à son anniversaire que c'est lui le plus beau, le plus fort, etc. Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même la pluie et le beau temps, il occupe l'espace médiatique et géopolitique international. En même temps, il ne faut pas oublier que Trump a beaucoup de pression des autres pays qui viennent un petit peu le titiller sur la question israélienne et sur le leadership de Bibi, dont il a toujours été le garant. Je rappelle que Bibi a demandé publiquement plusieurs fois au président Herzog de le gracier. Vous voulez dire Trump ? Excusez-moi, Trump. Donc ce que ça veut dire par là, ça veut dire quand même qu'il a fait, je pense, pour Israël et aussi pour Bibi, ce que peut-être aucun autre président américain n'aurait pu ou aurait dû faire. Et ça, c'est un point qu'il faut garder. Maintenant, D'autres vous diront que c'est de l'ingérence et qu'il n'a pas à rentrer dans les dossiers internes israéliens, encore moins lorsqu'il s'agit de ce que certains qualifieront d'un manque de confiance envers leur Premier ministre et surtout de faits juridiques desquels il doit répondre aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. Et que la loi, pour lui, est peut-être non pas une obligation, mais peut-être juste ce qu'on appelle un conseil. Alors, ça, c'est autre chose. Mais en termes aujourd'hui de ces querelle publique, de ces soufflets qu'il se prend de manière absolument publique depuis plus de 72 heures maintenant, vous dites non, il y a encore une stabilité entre les deux hommes et les deux hommes ont encore les épaules assez fortes pour pouvoir continuer à dialoguer encore. Moi, je suis même de ceux qui disent qu'il y a probablement du show derrière tout ça. Alors voilà. Alors justement, et ça, c'est ce que certains ont un peu dans les entrailles et non pas dans la tête. On se dit, c'est peut-être un peu trop pour être à ce point-là vrai. C'est peut-être un petit peu trop théâtral. Parce que je rappelle juste que la première fois que Trump a insulté ou a eu des mots fleuris, comme on dirait en français, pour Bibi il y a quelques semaines, qui a annoncé cette information, c'est Axios, le média Axios, qui est le média le plus au courant de ce qui se passe. À la Maison-Blanche. Comme si volontairement, la Maison-Blanche avait fait fuiter cette information d'une manière volontaire. Donc derrière, je ne pense pas qu'il y ait une stratégie bête de la Maison-Blanche de dire on va juste dire qu'on a insulté Netanyahou, qui est censé être notre allié le plus proche, en un moment le plus délicat, où justement on essaie de faire un deal avec les Iraniens. Je pense qu'il y a une volonté de montrer aussi au monde et de montrer aux Iraniens qu'il y a ce jeu. Et il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on le voit sur les plateaux notamment médiatiques en France, mais qui a l'ascendant sur Trump ? C'est Netanyahou ? Est-ce que c'est Netanyahou qui a l'ascendant sur Trump ou l'inverse ? Oui, cette question s'est posée 20 fois. Et je pense qu'ils font exprès, les deux, parce qu'ils sont quand même très forts sur l'aspect international, d'envoyer ces messages pour brouiller un peu les pistes et occuper peut-être l'espace médiatique. Mais pour moi, ce n'est pas là le vrai sujet. De manière un petit peu plus globale, selon vous, ce n'est pas la fin de l'âge d'or de la relation bilatérale entre Washington et Jérusalem ? Alors moi, je vais vous répondre 2 choses. La première, c'est que non, je ne pense pas que les Américains ou l'Amérique de manière tout court, même celle de Trump, est à la veille d'un arrêt total de ce love story qu'on connaît depuis quelque temps. Ceci étant, il y a quand même 2 choses qui m'inquiètent. La première, c'est que vous voyez bien l'évolution de la pensée aux États-Unis, beaucoup plus woke, malgré que Trump essaye de faire quelque chose sur ça, mais Biden et même Obama
ont instillé dans cette société américaine énormément de clichés implicitement antisémites et qu'on le voit bien leur reflet sur les universités américaines. D'ailleurs, Stanford, l'une des plus grandes universités, en a payé le prix avec l'un de son invité star, Google, président de Google, qui a été hué lors de la remise de diplôme. Et la deuxième des choses, je pense que ça, c'est aussi Israël, et Bibi l'a dit, à prendre son indépendance militaire, indépendance de stratégie, parce qu'aujourd'hui, ça marche avec Trump. Demain, est-ce que c'est Vance, est-ce que c'est Rubio, ou est-ce que c'est un des démocrates? On n'en sait pas. Alors, l'accord avec l'Iran, ou en tout cas le protocole d'accord avec l'Iran intervient alors que les midterms, on les évoquait tout à l'heure, approchent à grands pas aux États-Unis. Comment est-ce que vous entrelaceriez ces deux événements au niveau du calendrier? Alors, d'abord, moi, je pensais à l'anniversaire de Trump, je pensais à la Coupe du Monde et aux festivités du 4 juillet, des 250 années de l'indépendance des États-Unis. Donc ça, ce sont un temps plutôt festif dont l'Amérique a besoin. Dont l'Amérique a besoin ou dont Trump a besoin précisément vers les midterms? Je pense que les deux. L'Amérique a besoin, comme toute nation, de moments de joie, de moments de rassemblement, de moments d'unité. On voit bien, même à New York, que les Knicks ont gagné. Mamdani, qui n'est pas un grand fan de Trump, et je pense que vice-versa, ils ont fêté séparément la fête. Et je pense que ça, toute nation a besoin de moments de bons, de recueillement, de fêtes où on peut soupirer et profiter de la vie et des valeurs que le pays, notamment les États-Unis, peuvent instiller. Donc ça, c'est un mot important, je pense, pour la population, pour pas polluer ces moments-là importants. Après, le moment des midterms, c'est un moment politique. De toute façon, Trump part déjà un peu perdant, puisque historiquement, les présidents en place, élus, ne sont pas toujours confirmés lors des midterms. Donc, est-ce que là, Trump va encore nous faire une belle surprise? Ce qu'il nous a fait quand même lors du premier mandat et le deuxième mandat. C'est possible. Sauf que là, c'est plus lui en tant que personne. Il y a des candidats dans les différents États qui vont se présenter. Est-ce que le jeu va être suivi par les gens et par les électeurs? Moi, je pense qu'on aura de belles surprises. C'est quoi sa cote de popularité en ce moment à Donald Trump? Et je voudrais, et pas seulement au sein des Américains de manière globale, et c'est une population qui est très hétérogène et très divisée aussi, mais même au sein des républicains. Oui, alors, vous savez, il y a des dissensions, il y a des rebelles, il y a des rebelles, il y a des rébellions. Ça a toujours existé, ça existe dans tous les pays en Israël, parfois même les premiers en Israël. Donc, c'est pas nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que les midterms sont aussi un moment important pour la démocratie américaine, de porter des projets importants, notamment sur l'immigration et d'autres sujets que Trump n'a pas encore mis en place, faute de temps. Moi, je reviens des États-Unis la semaine dernière, je peux vous dire que je ne ressens pas aujourd'hui une inquiétude particulière par rapport à ce qui s'est passé en Iran ces derniers mois aux États-Unis. Je ne ressens pas une haine particulière. Allez, pourtant, j'ai fait des États bleus et des États rouges, républicains et démocrates, envers Trump. Bon, alors, je n'ai pas rencontré 300 millions d'habitants non plus. Mais bien sûr qu'il y a des déçus. Comment ils l'exprimeront dans l'urne? C'est une question importante, parce qu'en face, les démocrates, qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont été capables d'apporter? Quelles ont été les solutions depuis 1 an et demi que Trump a été élu, et largement élu? Qu'est-ce qu'on ne les a pas entendus parler? On apprend au fur et à mesure du temps les catastrophes que Kamala Harris ou que Biden ou que son entourage aurait pu apporter à l'Amérique. Donc aujourd'hui, je n'entends pas non plus de voix qui pourraient porter cette alternative d'apaisement du peuple américain, de vision internationale peut-être géopolitique plus assouplie, plus entendue avec ses voisins. Donc je ne suis pas sûr que l'Américain moyen se dira je vais quand même soutenir le parti de Trump, peut-être par défaut, mais je ne vais pas le sanctionner parce que j'ai rien en face qui m'est proposé. Si les républicains venaient à perdre la majorité pendant les midterms, est-ce que l'accord avec l'Iran serait susceptible d'être bloqué ou détricoté par le Congrès? Alors, bon, d'abord, on n'y est pas encore. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que l'accord sera... si l'accord sera entériné avant les midterms, tant mieux. S'il sera revu ou pas encore achevé après les midterms et que Trump a perdu, le Parti républicain a perdu, qu'est-ce que vont dire les démocrates? Il fallait rester à l'accord de 2015. Il était bien. Donc, soit ils vont avoir l'intelligence de dire... C'est un accord similaire, comme l'a dit Obama hier. C'est un accord similaire à 2015. J'ai pas suivi ça. Il a dit ça. En fait, alors, back to JCPOA 2015. Donc, statu quo. S'ils ont cette intelligence, au moins, ils vont pas le détricoter. Mais s'ils en veulent à Trump, ils voudront lui faire la peau. Ils vont essayer par tous les moyens de faire capoter. Mais au final, qui va être le grand perdant de tout ça? Ça sera l'Amérique. Donc, on verra bien si, encore une fois,
ces démocrates qui ont été capables de produire par le passé des présidents de grande qualité, est-ce qu'ils vont être capables de produire un leadership de qualité pour leurs 2 ans qui restent à tenir dans l'opposition ? Alors aujourd'hui, au G7 à Évian, ou plutôt hier à son arrivée, sans même évoquer vraiment les menaces de renouveler les taxes sur le champagne et sur remettre sur le tapis de nouvelles menaces de guerre économique avec les alliés, Trump menace, et ça c'est plus inquiétant, à nouveau, de désengager les États-Unis de l'OTAN pour punir une Europe qui n'a pas soutenu les États-Unis et Israël face à l'Iran. Est-ce que c'est une menace sérieuse ou le bluff du négociateur, selon vous ? Alors, c'est les deux. C'est du Trump. Oui. C'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure réponse, ça. Ça veut dire qu'il est capable... Gam vegam, on dit en hébreu. Oui, gam vegam, pourquoi pas. Et un autre président aurait dit en même temps, sauf que là, c'est du vrai en même temps. C'est-à-dire que je vous propose soit de vous ranger autour des États-Unis, de payer vos contributions au juste niveau. C'était l'un des problèmes que Trump attaquer les autres pays, de jouer et de prendre vos responsabilités, soit effectivement, je me désengage. Et là, on a vu une séquence où les pays ou la scène internationale auraient dû, d'une certaine manière, intervenir notamment sur le détroit d'Ormuz, et personne n'a rien fait. Je rappelle juste que le porte-avions français, le seul porte-avions français, s'est approché des côtes, on va dire, du canal de Suez, et on a trouvé des militaires qui faisaient du jogging, et c'est comme ça qu'on a su qu'ils étaient dans la région. Qu'est-ce qu'a fait le porte-avions Charles de Gaulle pendant 3 mois en mer ? On n'en sait pas grand-chose. C'est dommage, parce qu'il aurait pu soit aider dans le détroit d'Ormuz, soit aider au Liban. Oui. La France a l'arme nucléaire, seule nation qui a un porte-avions nucléaire, aurait pu largement être utile. Donc même s'il y a le grand amour aujourd'hui entre Macron et Trump, mais Trump n'est pas dupe, Macron par contre est un peu hypocrite sur ce sujet. C'est le grand amour entre Macron et Trump. Alors, attendez, je crois que c'est ça le scoop. Eh bien regardez ce que Macron dit, parce qu'on lui a posé la question. Tout est pardonné pratiquement, comme Charlie Hebdo. Tout est pardonné. Ouais. Il lui fait une grande réception à Versailles. Qui va coûter des millions d'euros aux contribuables. Pourquoi ? Donc tout ça, c'est une question qui se pose de qu'est-ce que veulent les nations qui sont à l'OTAN. Ils ont peut-être compris que Trump était très sérieux de quitter son engagement de l'OTAN et peut-être même de l'ONU, et que ça changerait la donne internationale, parce qu'on l'a vu sur ces séquences-là, ni l'OTAN ni l'ONU étaient présents. Alors, en termes de calendrier de la Maison-Blanche, est-ce qu'on peut réellement espérer un accord définitif avec l'Iran dans les 60 jours qui sont prévus par le protocole d'accord ? Réponse courte, je le souhaite, je peux que l'espérer. Et je pense que tout le monde devrait l'espérer. Ça dépend de qui et de quoi ? Ça dépend de plein de facteurs. D'abord, ça dépend si les autres nations ne viennent pas de foutre leur bazar. Parce qu'elles ne se sont pas mêlées jusqu'à présent. Beaucoup ont dit « Ah, vous ne nous avez pas tenu au courant, ce n'est pas notre guerre, donc ne vous mêlez pas ici ». On a vu certains présidents qui ont tenté, comme hier Macron a tenté encore une fois, d'essayer de s'immiscer dans l'accord. Lui-même a demandé à avoir l'accord. Trump lui a dit non. Si vous regardez. Donc ça veut dire que quoi ? Que certains essayent de faire de la récupération politique. Donc, laisser Trump finir son job, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça dépend, moi, d'une chose centrale. Est-ce que les Iraniens ont enfin compris qu'il faut arrêter la violence ? Il faut arrêter les menaces. En fait, ce que moi, je souhaite pour l'Iran, c'est qu'elle devienne le Pakistan d'hier. Le Pakistan, arme nucléaire, pays musulman, pays dans la région, pays qui ne menace pas Israël. Pourquoi l'Iran ? Pourquoi ne rêverons-nous pas d'avoir un Iran qui devienne le Pakistan d'hier ? Et ça, c'est important, parce que si ça l'est, écoutez, ça ouvrirait de nouvelles perspectives. Je rappelle qu'avant 1979, l'Iran était très proche d'Israël. Bien sûr. Israël travaillait même militairement avec l'Iran. Pourquoi ne pas espérer ça ? Ça permettrait beaucoup d'autres choses. Justement, vous me lancez ces propos qui sont tellement importants. L'un des objectifs principaux de cette entrée en guerre le 28 février dernier, c'était... peu importe à ce stade-là dans quel ordre, mais l'un des objectifs principaux, c'était de changer le régime iranien. Et nous nous rappellerons à jamais de cette phrase « Help is on the way ». L'aide arrive. 4 mois plus tard, rien n'est arrivé. Les Iraniens se sont fait massacrer. On ne sait toujours pas combien et dans quelles conditions. On sait juste que c'est terrible. Il y a énormément de blessés. On sait en tout cas l'ampleur des drames qui ont été commis. Aujourd'hui, Donald Trump affirme qu'il n'a jamais défini le changement du régime iranien comme l'un des objectifs de cette entrée en guerre. On en fait quoi de ça ? Alors, vous savez, l'Iran, 90 millions d'habitants, 3 fois et demi la France,
grande et intelligente civilisation, Mhm. un peuple extraordinaire qu'on voit en diaspora, très proche notamment du peuple juif. Bien sûr. Et d'Israël. Et d'Israël. Moi, j'ai beaucoup d'amis perses à Los Angeles qui adorent les Juifs, qui adorent Israël. C'est un gros morceau. Donc, c'est pas comme ça, avec une verticalité politique, notamment en Alors, Iran. il fallait pas s'y engager. Attendez. Donc, Trump déjà annonce la couleur. Moi, je suis pas venu vous dire que j'allais zigouiller tout le monde et reprendre la main en Iran, ce que ses prédécesseurs ont voulu faire en Irak notamment ou en Afghanistan, dont on a vu l'échec 15, 20, 30 ans après, échec total. Ok. Donc, il vous dit, Donc, fort de cela, je me dis, je prends éventuellement les équipes bis ou bis de chez bis et je vois s'ils sont compatibles à nos valeurs occidentales, puisque de toute façon, ce sont des gens avec une culture, avec une matrice qui est complètement différente des Occidentaux. mais là, on parle pas du peuple, on parle du régime des ayatollahs. Je parle des leaders. Oui. Dans ces leaders, il y a des modérés. On voit bien que Ahmadinejad était à un moment donné sous-entendu Ouais. et devait être celui qui devait reprendre la main. Il y a plein d'informations qui fusent, parfois des fake news, parfois on ne sait pas, parfois du vrai. Mais derrière, l'idée, c'est de dire, il faut des Iraniens à la tête de l'Iran. Oui. Bon, il faut des gens qui comprennent qu'il faut arrêter de décapiter les gens et de les pendre. Il faut des gens qui comprennent que pour faire du business avec l'Occident, il faut qu'on ait des valeurs communes. Il faut qu'on arrête la menace, nucléaire, qu'on arrête la menace avec Israël et qu'on arrête la menace avec les pays du Golfe, les pays voisins. Dans le protocole, ce qui fuite aussi, c'est la non-agression des pays voisins. D'accord, ce qui a été capable de produire en Iran ces derniers jours. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont contraires aux valeurs existentielles, à l'ADN de l'Iran qu'on connaît tel qu'on la connaît depuis 47 ans. Si nous avons, et nous obtiendrons éventuellement ces changements, ça veut dire que de facto, l'ADN de ces dirigeants a été transformé, modifié. En tout cas, c'est le souhait de Trump. Parce que en faisant du business, je pense qu'on peut adoucir les cœurs et remplir les poches. C'est la philosophie de Trump. Oui, alors parfait. Et donc, derrière, en montrant que le peuple ne roulera plus avec des Peugeot 205 des 1980, mais avec des voitures électriques, par exemple, ils vont pouvoir permettre de proposer autre chose à leur peuple. Et ça, c'est ce que tous on peut espérer. Maintenant, il faut aussi se dire la vérité. Pour l'instant, ce que nous a produit le peuple iranien, enfin, les régimes iraniens, ce que nous a produit face à son peuple, est une vraie catastrophe. Et donc, je veux bien qu'on dise à Trump, c'est lui qui aurait dû aider le peuple iranien. Ou alors ne pas s'y engager. Help is on the way, ça veut dire Is on quoi? the way. Mais C'est-à-dire, on arrive et on va mettre la en place. cavalerie arrive, mais où sont les autres pays-nations qui liberté, Dans ce cas-là, fraternité, si- humanité, les grands principes du monde? Alors je veux bien, Moi, si je veux me mets bien à aussi. sa place, mais dans ce cas-là, je ne m'engage pas en tant que le président des États-Unis à venir soutenir et aider un peuple qui a été massacré entre le 7 et le 9 janvier dernier, qui a été massacré en disant on arrive, on vient vous aider, et finalement, désolé, on n'a pas pu, on n'a pas réussi. Je pense que le temps long n'est pas, on n'est pas encore dans un temps long, on est dans un temps court. 4 mois, c'est court. Faut pas oublier un point. Que pendant Parce que vous y êtes pas à Téhéran. Non mais Ouais. justement, c'est pendant ces 3-4 mois, la répression continue et les gens, on a vu qu'il n'y avait même pas Internet pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les gens ne peuvent pas s'exprimer par peur d'être décapités, d'être tués. Donc aujourd'hui, il faut faire par étapes. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il faut déjà régler le problème du leadership pour voir comment on va essayer de les avoir autour d'une table, discuter, pour pouvoir dans un second temps libérer ce peuple et pouvoir vivre. En fait, ce que Trump veut montrer, c'est qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils souhaitent tout en vivant avec des valeurs occidentales un peu plus normales et en laissant le peuple tranquille. Et ça, je pense qu'il va peut-être l'obtenir avec cette approche. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'il faut espérer. Et le chantier est encore très long et très grand. Alors, J.D. Vance annonce hier que Israël aura sa place à la table du nouveau Moyen-Orient. Non, vous n'allez pas être mis sur la touche, et oui, vous avez votre place avec tous ces nouveaux pays qui vont devenir nos meilleurs amis. Je traduis un petit peu de manière vulgaire. C'est quoi les nouveaux engagements pour s'assurer d'un tel futur pour Israël? Alors, si on part du principe que l'accord est donc signé, entériné, et que dans 60 jours... Alors déjà, première des choses, il faut mettre les choses dans leur contexte. J.D. Vance est en compétition contre Marco Rubio pour la succession du poste de président des États-Unis, dont Trump lui-même n'a pas encore décidé qui serait son petit poulain. Donc, il faut important, vous voyez que J.D. Vance fait ces petites déclarations. S'il ne change pas la Constitution d'ici là pour se faire réélire lui-même. Il y a un autre président en France qui a aussi tenté de faire ça, mais Marco Rubio, aussi de son côté, a annoncé que Israël sera protégé, on fera tout pour Israël, etc. Donc, vous voyez, il y a une surenchère. Non, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les annonces feront en sorte que Israël ne soit plus menacé par ses pays voisins, notamment par l'Iran. C'est ça qui doit être attendu, qui est attendu ici. Et ce qui est attendu,
c'est que Israël qui s'enlise au Liban, parce qu'on n'y arrive pas, il faut se mettre en évidence, le Hezbollah a infiltré toutes les strates de la société libanaise, que même les Libanais eux-mêmes n'en peuvent plus, ils ne savent plus comment faire, et c'est même la première fois que le Liban et les autorités libanaises le disent. Oui. Aidez-nous, on ne sait pas faire. D'accord. Et je pense que la seule façon de revenir à des conditions normales, et donc de conditions de paix, notamment avec le Liban, qui n'attend que ça, absolument, c'est que l'Iran débranche le plug Hezbollah. Et ça doit et ça fera partie du deal. Comment vous savez ? Vous avez dit qu'on ne sait pas encore quelles sont les grandes lignes de l'accord. Et là, c'est important qu'on parle du Liban et du Hezbollah. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis et donc le Parti républicain que vous représentez aujourd'hui, comment est-ce que le Parti républicain peut assurer la sécurité d'Israël avec le problème du Hezbollah, qui est pire qu'une gangrène au Liban et qui est à nos portes ? Alors, comment dans le futur, je vous répondrai dans quelques secondes, mais déjà, comment ça s'est passé ces dernières semaines ? Regardez ce qu'a fait Tsahal. Ils sont rentrés plusieurs fois. Il y a encore une heure, juste avant que vous arriviez. Ils sont rentrés plusieurs fois au Liban. Ils continuent. Cessez le feu ou pas, Trump ferme les yeux. Donc, en 2 mots, il lui dit... On s'est fait insulter la semaine dernière. Bien évidemment. Il y a 3 jours. Mais je préfère me faire insulter et en zigouiller 3 ou 4 terroristes pour éviter que demain ça en fasse 30 autres. Ça, c'est ce que Israël se dit. C'est ce que Israël se dit aujourd'hui. Mais ce que ça veut dire, ça prouve que quoi ? Mais nous, on a besoin d'avoir le soutien et la compréhension de Washington qui dit on comprend pourquoi vous faites ça. Ça ne vient pas. Ça prouve que quoi ? Que tu as la légitimité, toi, Israël, de répondre comme tu le souhaites, avec ta proportionnalité, aux attaques du Hezbollah. Et c'est ce que fait Israël depuis des semaines. Par contre, ce que Trump dit, et c'est pour ça qu'il dit aujourd'hui, devant publiquement, il a dit au G7, il a dit, je pense que pour régler le problème du Hezbollah, il faut laisser la Syrie gérer ça. Vous savez pourquoi ? Mais parce qu'entre États terroristes ou ex-terroristes, ils se comprennent. Les codes, on les a pas dans les démocraties, parce que ce ne sont pas des États terroristes. Par contre, la Syrie, un terroriste qui a fait tchouva, oui, qui a fait voilà, un examen de conscience. Ça aussi, j'aimerais savoir si on a confiance en Giuliani. Écoutez, Giuliani, son pays, il est ruiné, il ne se passe plus rien. Il n'a plus rien à perdre. Au contraire, il veut s'entourer des bonnes personnes pour reconstruire son pays et proposer quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut faire confiance à des anciens terroristes ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir vivre avec ce qu'on a. Et ça, il faut aussi apprendre à vivre avec ce qu'on a. Et moi, je pense que c'est une grande leçon. Je pense que Trump parle à nos ennemis aujourd'hui parce que je pense qu'en leur donnant le respect qu'ils ne méritent pas, mais la considération qu'ils souhaitent et qu'ils recherchent d'un Trump, ça permettra peut-être d'atteindre des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre jusqu'à présent. Et c'est peut-être choquant, surprenant de l'entendre comme ça, mais c'est peut-être une approche différente qui vaut le coup. Pour terminer, et je sais que vous n'êtes pas prophète, mais j'aimerais savoir ce que vous avez dans vos tripes. Quand je vous parle aujourd'hui, nous sommes donc, et c'est très important de le savoir parce que l'accord n'a pas encore été dévoilé, on n'est pas encore vendredi à l'heure de l'enregistrement de cette émission, on est le 16 juin. Si on se parle le 16 juin 2027, où en est Israël et où en sont les États-Unis et où en est l'Iran ? Alors, mon souhait, si c'est ça la question qui m'est posée ici, c'est qu'un accord puisse donc être signé de manière tripartite avec Israël dans le deal, qui donne les garanties nécessaires, et je pense que c'est ça qu'Israël recherche, que l'Iran ne soit plus une source de menace, ni elle, ni ses proxys ne soient une source de menace pour Israël. Si Israël obtient ça, Israël obtiendra tout. Parce qu'il n'y aura plus les Houthis, il n'y aura plus le Hamas, il n'y aura plus le Hezbollah, il n'y aura plus l'Iran, dont on a vu au 12 juin, la guerre des 12 jours, et récemment ce qu'elle est capable de produire. Si Israël a ça, alors Israël pourra enfin tourner peut-être la page du 7 octobre, pourra penser différemment, pourra peut-être penser ses blessures, penser aux élections israéliennes qui arrivent dans quelques mois de manière un peu plus apaisée, penser à des alternatives différentes politiques aussi, penser la vie autrement, parce qu'aujourd'hui Israël ne fait que répondre et pense à sa survie, mais a du mal à se projeter à cause de tous ces conflits qu'elle a depuis le 7 octobre dont elle est victime. Et ça, pour moi, c'est le plus haut, le plus important, le plus fort. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit fait pendant la période de fin de mandat Trump, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Et ça m'inquiète le plus. J'espère que ça sera encore un républicain pendant longtemps, parce qu'on a vu ce que les démocrates ont été capables de produire ces 10 ou 15 dernières années. Et surtout, qu'Israël puisse, encore une fois, puisse vivre en paix avec ses pays voisins et avoir les accords d'Abraham élargis. Moi, je suis convaincu qu'avant la fin du mandat de Trump, l'Arabie Saoudite rejoindra les accords d'Abraham. Ça aussi, on le souhaite. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Isaac Barchicha, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le studio de Cannes à Jérusalem. À très bientôt et l'avenir nous donnera les réponses. Merci. Merci à vous.